tu ne peux pas savoir ce que c'est un combat tant que tu as pas combattu, c'est impossible. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé la boxe, je me disais dans ma tête, c'était, «Ouais, mais alors s'il fait ça, il fait ça, s'il m'envoie un coup, je vais l'esquiver». Premier sparring, j'ai tout de suite dit: «OK, ça va pas du tout se passer comme». Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Martial Azur Podcast et on va parler de boxe thaïlandaise. Alors, on est en compagnie de deux pratiquants et professeurs de boxe thaïlandaise. D'abord, pour les auditeurs qui vous découvrent, je vais vous laisser vous présenter. Bien sûr, donc moi, c'est Jonathan. J'enseigne la boxe thaïlandaise ou le Muay Thai depuis, un petit moment maintenant dans le club de Nice, dans lequel j'ai grandi avec Camille et dans un club à Paris que j'ai ouvert, en 2023. Et pour ma part, je suis Camille. Je suis au sein du club depuis 22 ans maintenant. J'ai un parcours, qui a commencé par le judo pendant 2 ans, ensuite du Panchat Silat, salle défense pendant 5 ans et depuis 22 ans, un coup de cœur, un amour pour, la boxe thaïlandaise. Pour vous, c'est quoi la boxe thaïlandaise? Quelle différence entre la boxe thaï et le karaté, le judo, le MMA? Quelle différence technique? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Pour simplifier, alors on va généraliser, d'accord? En boxe thaïlandaise, on utilise les poings, les coudes, les genoux, les tibias ou le pied et on a un travail de corps à corps. Ça s'appelle l'art des 8 membres. En karaté, il me semble, je ne veux pas dire des conneries, mais il me semble qu'on utilise les poings, les pieds, les genoux, qu'il y a pas de coudes. Si, il y a des Il y a des coudes. coudes? Ah Ouais, d'accord, autant pour moi. ouais. Il y a pas de corps à corps. Ça dépend les écoles. Ça OK. dépend les écoles. Vous Parce qu'on pouvez on dit karaté en général, mais en fait, ouais, il il y y a, a il y a beaucoup des ouais, styles bien sûr. et selon les styles, ils font. Des fois, c'est proche du jiu-jitsu même. Il y a un travail au sol, mais il n'y a pas des clés articulaires comme on verra en Ouais, jiu-jitsu c'est brésilien. du C'est plutôt de la finissage. percussion, ouais. OK. Plutôt de la percussion. Et oui, c'est vrai qu'en boxe thaï, j'utilise beaucoup les coudes, les genoux en clinch. C'est une des particularités. Je crois que quand c'est arrivé dans les années C'est ça 70-80, c'est ce qui a plu aux et on gens. n'a pas de sol. Et Dès il n'y que a le pas de combat sol, va ouais. au sol, on recommence. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous pencher vers la boxe thaïlandaise? Pour ma part, ça a été, le bagage technique qui est assez important, très riche et très varié. On s'ennuie pas en boxe thaïlandaise, on a toujours quelque chose à travailler entre, les projections, les saisies, les esquives, les blocages, tout le travail de pied, de poing, de coude, de genou, donc c'est très, très multiple et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment la difficulté des, séances. La difficulté physique, on te pousse dans tes retranchements, dans tes, limites et psychologiquement, c'est incroyable. Physiquement, on voit des changements rapides et assez efficaces aussi. Ouais, donc il y a une grosse partie conditionnement physique en fait, qu'il y a peut-être pas dans les arts martiaux traditionnels. Vous avez fait du penchak silat avant. Alors il y a deux formes de penchak silat. Il y a une forme vraiment très traditionnelle où ils ont même des formes de kata copiées sur les animaux. Et puis il y a le penchak silat un peu à la Frank Ropers où en gros c'est du tabassage à domicile. C'est quelle forme que vous avez pratiqué? Plus la partie tabassage, c'était Frédéric Mastro, l'enseignant. Du coup, c'était plus, voilà, dans la partie plus combat Ouais. et combat de rue aussi. Oui, c'est vrai que Fred Masro, il a un enseignement qui est dirigé vers l'aspect self-défense et efficacité du combat, un aspect qui est semblable à celui de la boxe thaïlandaise, puisque c'est un sport qui est très efficace. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des différences techniques entre la boxe thaïlandaise et les autres arts martiaux et sports de combat. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences, par exemple, dans les coups de poing entre la boxe thaïlandaise, la boxe française, la boxe anglaise? Est-ce qu'on met les coups de poing différemment en boxe thaïlandaise? Ouais, ouais, je pense. En fait, on s'adapte au comment dire? Allez, je vais prendre des exemples assez parlants. Entre la boxe anglaise, où il y a que les coups de poing et la boxe thaïlandaise, on pourrait penser qu'il y a les coups de poing de la boxe anglaise et d'autres Ouais. techniques. En vérité, comme le style est différent et du coup la physionomie du combat est différente, on ne peut pas se permettre d'avoir exactement les mêmes coups de poing. Si vous prenez 2 boxeurs, un boxeur de boxe anglaise, un boxeur de boxe thaïlandaise, ils n'auront pas le même style de coup de poing. Si on décortique, les coups de poing de la boxe anglaise seront bien plus forts, bien plus efficaces et cetera. Bah, déjà parce que les mecs, ils travaillent que ça Mhm. et parce qu'ils peuvent se permettre de prendre certaines positions, d'avoir certains angles que nous, on peut pas se permettre parce qu'on a plus d'armes. Ouais, si on baisse trop la tête, il y a vite les genoux qui arrivent Exactement. dedans. Donc... On peut pas baisser la tête, on ne peut pas s'engager, autant dans chaque coup, donc ils vont être certainement moins puissants. Je dis ça, c'est une généralité, hein. Chaque Ouais. boxeur aura son style, mais en général, vu qu'on a un jeu qui est différent, on doit adapter le style. On peut pas se permettre d'avoir une anglaise de boxe Je crois anglaise. que la stratégie de base de la boxe thaï, c'est de gêner avec les poings, mais pour pouvoir finir avec les jambes plutôt. Non, pas tant, ça dépend en fait. Si tu veux, c'est tellement riche comme art
que tu peux, avoir toutes les stratégies que tu veux. Tu peux même la stratégie, de frapper que sur un coup, s'il marche, Ouais. tu continues à faire ça, tu vois? Mais tu peux pas prendre les risques que prennent les boxeurs de boxe anglaise. Ils esquivent, ils roulent en dessous des coups. Nous, par exemple, on n'esquive pas énormément. Un petit peu, on se permet des fois, mais on n'esquive pas énormément parce que ton adversaire, en face de toi, il va te lire. Donc si tu te permets d'esquiver type boxe anglaise une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, si le gars, il a un petit peu de fight IQ, il va te lire et puis il va te préparer un contre. Ouais. Avec les jambes, avec les genoux. C'est vrai qu'il y a moins de travail de défense, comme on le verrait dans les arts martiaux ou dans la boxe anglaise, c'est-à-dire en esquive avec des rotatives, Ouais, etc. beaucoup moins. Mais il y a plus de retrait du buste. Les retraits du buste sur les. Alors maintenant, c'est la grande mode, les retraits du buste sur les coups de pied haut. Ça se faisait pas il y a quelques années. Maintenant, depuis Boako, Senshai, etc., ça se fait beaucoup. Alors chez nous, ça s'est toujours fait, hein. En Muay Thai, bah, c'est un gros truc, le retrait du buste. Comme en fait, on se tient, tu remarqueras la boxe anglaise, ils sont assez tassés. Ouais. Ils sont tassés vers l'avant parce qu'ils sont prêts à rouler en dessous des coups et à de suite repartir, en anglaise. Mais en Muay Thai, on essaie d'être le plus grand possible. Mhm. Tu vois? Donc le retrait du buste, il va vite, tu es grand, hop, tu retires le buste, tu reviens. Ouais. Ça va avec la physionomie du fight. Ouais, et puis en boxe anglaise, ils sont tassés parce que quand on est bien dans le sol, on a de la force dans les coups de poing, mais du coup, on peut pas mettre de coups de pied. Exactement. Pour revenir sur ça, la posture en boxe anglaise, elle est assez basse. On prend Mike Tyson, il va utiliser beaucoup les jambes, l'assise, la posture pour emmener l'énergie du sol avec lui, pour pouvoir frapper très fort. Par contre, il serait incapable de bloquer des jambes, par exemple. Ouais, ouais. Par contre, le coup, quand il sera porté, ça va être d'une puissance redoutable. Ouais, les coups Parce de qu'il poing. prend vraiment l'appui du sol avec lui, plus le haut, le buste, plus la hanche. Donc c'est redoutable en face. Le retrait du buste, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet d'éviter des directs, des crochets et des high kicks, par exemple. Donc c'est une esquive qui est assez universelle. Vous esquivez les crochets avec les retraits du buste? Ça peut esquiver tous les coups, hein. Tout dépend Ouais, de ta c'est physionomie, mais ouais, comme justement, on n'a pas la même physionomie de combat. On n'est pas collés, nous, en boxe thaï. Si on est collés, on va faire du clinch. On va faire ouais. du corps à corps, tu vois? On va vite s'attraper. Donc on est à une espèce de mi-distance qui font qu'il y a rarement des, tu sais, les crochets très courts, pap, de boxe anglaise, ça, on n'a pas trop. C'est des crochets plutôt larges. Donc, hop, un retrait du buste avec les mains en haut. Et l'avantage, c'est que ça marche pour les 2 côtés. Si tu as eu une attaque d'un jab ou d'un point arrière, ça marche et c'est toujours le même mouvement que tu vas effectuer. Oui. Donc pour quelqu'un qui débute, même pour assimiler au départ, C'est voilà, plus c'est plus facile facile. qu'en anglaise où on n'esquive pas le jab et le cross de la même manière, ouais. Il y aura C'est des une esquives, question de sur distance, en ouais. fait. C'est vu qu'on n'a pas la même distance, on adapte le style. Et du coup, tout ça, c'est un travail aussi stratégique. Je suppose qu'il y a une gestion du ring, les déplacements, etc. Est-ce qu'il y a des façons de gérer le ring qui sont différentes en boxe thaï qu'en boxe anglaise, par exemple? En général, en boxe anglaise, on va chercher à mettre l'autre dans le coin pour qu'il ait plus justement de possibilité de retrait. Et puis là, c'est l'endroit où il va mourir. Est-ce Ah qu'en non, boxe thaï, on fait pareil? nous aussi, hein, c'est Ouais, pareil, c'est à peu ouais, près c'est pareil. pareil. Si tu veux, on n'a pas la même distance, donc on gère les choses différemment. Mais le but, ça va quand même être, c'est commun à tous les sports qui sont enfermés dans un ring. C'est que tu vas essayer de cadrer ton adversaire pour lui couper la route, le mettre là où tu as décidé de le mettre et pouvoir travailler sans que lui, il ait une échappatoire. Et après, si ça dure trop longtemps en clinch ou si ça avance pas, l'arbitre sépare, remet au milieu et on reprend. Ça Ok. dépend, tout dépend si le clinch, il est travaillé. Ouais, En fait, si ça travaille, nous, le but du clinch, c'est de saper ouais, l'adversaire en mettant des coups de genoux. On peut le projeter, on peut mettre des coups de coude. Normalement, tant que ça travaille, l'arbitre laisse travailler. ouais, ouais, ouais. C'est si Après, vraiment c'est une situation de si c'est blocage. bloqué, tu vois, si hop, on serre, bon bah, l'arbitre il arrête. Après, ça dépend des organisations et de la manière Ce d'arbitrer. travail de sap aussi, il passe par le fait de jeter l'autre à terre. Alors je dis jeter parce que en boxe thaï, c'est pratiquement ça. Alors il y a beaucoup de fauchage avec la jambe avant, ça se voit beaucoup. Il y a même des fauchages en clinch avec la jambe arrière, ça se fait, ils enroulent la jambe arrière et Tu mets ils en fauchent. barrage, oui. Et ça aussi, ça sape, mais c'est pas saper un membre ou lui saper les jambes, c'est saper sa condition physique, son cardio, il doit se relever à chaque Ouais, fois c'est et ça. c'est Bah, c'est un emmerdant. mouvement incontrôlé quand tu te fais jeter par terre. Tu t'y attends pas, donc tout ce qui est inattendu, ça te Ça fatigue. pèse sur le cardio, Bah, ouais. ça te fatigue, ça compte des, alors ça dépend encore une fois les arbitres, les juges, ça compte pas des points, mais quand tu te fais jeter par terre, tu as des notes d'une dominance de l'autre, Oui, oui, tu oui. vois? Ouais, donc si on doit donner un vainqueur à la fin, c'est sûr que celui qui s'est fait jeter par terre 20 Exactement, fois dans le si tu es ex combat. aequo, tu as un mec qui s'est fait jeter 5 fois de plus, bah, ça va peser. Psychologiquement, ça pèse énormément de se faire jeter comme ça «humilie» entre guillemets, ton Ouais. adversaire. Psychologiquement, tu as un petit ego là qui se gonfle, donc c'est assez intéressant aussi à travailler. Ça permet aussi, quand on est en phase de clinch, de jeter, d'éviter de prendre des coudes, des genoux. Exactement, ça peut être une défense, tu veux défendre le clinch, tu veux défendre un genou,
Tu attends que ton adversaire il lève la jambe, hop, tu jettes de l'autre côté. Il y a ces éléments techniques, il y a aussi de la stratégie, de la tactique en combat. Est-ce qu'il y a des gens, on a parlé un peu de la gestion du ring, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre le centre ou ça se fait pas trop? Tout le monde veut prendre le centre. Ah ok, C'est d'accord. l'objectif principal du fight, tu prends le centre. À la fois, on essaye de mettre l'autre dans le coin, à la fois, parfois, on essaye de garder le centre. Et c'est surtout en boxe anglaise pour faire fatiguer l'autre. Il est obligé de tourner autour. Et nous, on se fatigue moins, on garde le centre. Exactement. Ça se fait pareil en boxe thaïlandaise. Ah, déjà ça, et puis aussi c'est une histoire de pointage, de jugement aussi. Quelqu'un qui est au centre, qui déroule sa boxe, et l'autre qui va, qui vient, ça veut pas dire que l'autre il peut pas gagner ou qu'il est pas efficace, mais c'est beaucoup plus dur de boxer comme ça avec quelqu'un qui garde le centre plutôt que de boxer avec quelqu'un qui va dans tous les côtés. Et en termes de rythme, ça s'organise sur des rounds de combien avec combien de repos? Je sais qu'en France, c'est un peu différent parfois. Il y a les combats amateurs avec des assauts et des combats en plein contact. Ça peut être des rondes de 2 minutes pour les plus jeunes. Et pour les adultes, c'est des rondes de 3 minutes, 3 fois 3 minutes. Ok, oui, donc c'est un peu comme en boxe anglaise. Il y a une adaptation pour les jeunes, bon, ça c'est normal. Et en Thaïlande, par Le contre, format normal, c'est 5 fois 3 minutes. Ça, c'est ouais. le format classique du Muay Thai. Maintenant, il y a des nouvelles. Bon, alors déjà, en France, c'est très souvent 3 fois 3 minutes. En pro, après, ça passe sur des 5 fois 3 minutes. Parfois, il y a toujours des 3 fois 3 minutes en pro, selon les galas, les organisations. Ouais. Et même en Thaïlande, maintenant, il y a des. En fait, les formats deviennent plus courts. Avant, c'était classiquement 5 fois 3 minutes, il n'y avait que ça. Ouais. Maintenant, les formats deviennent plus courts parce qu'il y a une question du public. Tu vois, garder l'attention de quelqu'un sur 5 fois 3 minutes, c'est plus En boxe difficile. anglaise, ça a été pareil. On avait 15 rounds avant, donc Ouais, ça ouais, c'est durait ça, 1 exactement. heure. Et maintenant, Ouais. ils ont allégé à 12 rounds. Et 15 rounds, c'est très long à regarder. Moi, je suis un passionné de boxe, mais tu pouvais regarder 15 rounds d'un Ouais, combat. ça dépend si les combats. En fait, on arrive à un moment dans l'histoire des sports de combat où les combats sont tellement tactifiés que c'est très difficile d'avoir des vrais combats où les mecs vont s'arracher la tête pendant 15 Ouais, rounds ça, comme c'était avant. dans les années Voilà. 470, ça. Maintenant, les boxeurs essayent de se préserver. Il y a une dominance de la défense sur l'attaque. Je crois qu'en boxe thaïlandaise, c'est pareil. On essaye de préserver le boxeur plus qu'on essaie de l'envoyer au charbon. Ça dépend. Bah, tu vois, regarde par exemple le One. Tu vas connaître l'organisation du One. Eux, au contraire, ils ont fait des règles qui sont. Déjà, ils ont diminué les temps. Ouais. Donc, c'est 3 minutes, 3 fois 3 minutes. Ils ont fait des règles qui poussent vers la bagarre. C'est-à-dire, ils ont réduit le clinch. Ils ont mis des petits gants. Pour le Muay Thai, je parle. Ils ont été obligés parce qu'ils Eh oui. ils font ça dans la même organisation que l'UFC, en fait, dans le même genre C'est ça. Donc, il d'organisation. faut que le et- format, en fait, Ouais. soit rapide et efficace. Ouais, faut que ça Les attire. gens, ils veulent voir du spectacle, ils veulent que ça tape tout le temps, etc. Donc, il n'y a pas de clinch, il n'y a pas de. Tu vois. Ouais. Il y a deux écoles, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est Bah, une évolution C'est de vrai la que pour chose. le public, c'est peut-être plus attrayant de regarder un truc où ça va être vite, ça va taper dur, Ouais, bien etc. On n'a pas envie de regarder 12 rounds de mecs qui se regardent et qui Ah se ouais, tournent non, 12, autour. c'est très long. C'est trop. Moi, je préfère le 5 rounds, honnêtement. Moi, je préfère la tradition, donc les 5 rounds aussi, comme les traditions du début du combat. Tu as des danses, tu as des rituels aussi, qui sont malheureusement de plus en plus supprimés, faute de temps, parce que bon, les gens, ils n'ont pas envie de voir pendant 10 minutes quelqu'un qui va danser ou s'échauffer. Mais je pense que les gens qui aiment vraiment la boxe thaïlandaise, ils viennent aussi un peu pour ça, pour ce côté folklorique, Ah, bien ce sûr. côté traditionnel. C'est dommage de supprimer Mais ça. parce que ceux-là, ils sont beaucoup moins nombreux. Le public qualifié de fanat de boxe thaï, bon, bah, il y en a moins Ouais, que il y a les le profs grand qui sont public. dans la salle, quoi. Ouais, voilà, Ouais. tu vois. Forcément, si tu veux plaire au grand public, il y a une logique financière en fait. Si tu veux plaire au grand public, il faut que tu mettes à la portée de tout le monde le sport. Si c'est trop spécifique, automatiquement, tu accrocheras moins de gens. Et ici, sur la Côte d'Azur, bon, le podcast s'appelle quand même Martial Azur Podcast. Je sais que vous organisez depuis 4 ans, 3 ans maintenant. Non, ça fait 2 ans. 2 ans Deux seulement, éditions. ok. Ouais. 2 ans, vous organisez une compétition de boxe thaïlandaise. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste et aussi expliquer pour les gens qui ne connaissent pas l'arrière du décor comment on organise une compétition? Bah déjà, il faut être bien motivé, bien organisé et avoir un bon binôme. Donc avec John, c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis très longtemps. C'est pas vraiment travailler, mais c'est vraiment partager notre passion commune. Donc voilà, c'est pas un travail pour nous, c'est vraiment partager et offrir à nos adhérents, à nos élèves et à tous ceux qui sont autour un événement de qualité. Ouais. Où on propose des combats amateurs principalement, avec des combats pros, lors d'une soirée sur Nice. La première édition, c'était à la Salérite et la seconde à la Gare du Sud. Ok. Donc on a voulu trouver un lieu un petit peu atypique qui change et on a enlevé les tables, les chaises, de la Gare du Sud pour transformer le restaurant en véritable ring avec, une ambiance incroyable autour. Et ça, c'est un genre de compétition qui est quand même très différent du genre traditionnel où on va dans un gymnase. En général, il y a les fanatiques du sport uniquement. Là, c'est vraiment pour attirer le grand public. Bah là, c'est pour, si tu veux, c'est pour plaire à tout le monde. C'est-à-dire que
demain, toi, si tu étais pas intéressé par la boxe thaï, même que tu connaissais pas, notre but, c'est que si tu viens dans notre soirée, tu vas dire: «Ah ouais, mais c'est cool en fait, j'ai un show, j'ai un spectacle, je mange bien, je bois bien, c'est sympa». C'est amateur, il y a beaucoup d'amateurs, mais en fait, comme nous, on est dans le circuit depuis très longtemps, dans la région où tout le monde se connaît, c'est un petit monde quand même, on ne prend que des amateurs qui vont faire un très bon combat. OK. Donc même si c'est amateur, Vous tu vas avoir attendez un un beau niveau spectacle. technique, Exactement, ouais. ils sont Ouais, ouais. sélectionnés pour qu'il y ait un beau spectacle et moi, j'ai vu des amateurs qui ont, dans notre dernière édition, il y a des amateurs qui ont fait des combats de folie. Ils ont fait des combats à niveau pro. Donc c'est ça le but, en fait. C'est qu'on vulgarise et on propose de la qualité bien organisée, bien faite. On va parler un petit peu du club, de son histoire. Vous êtes du Five Star Boxing. Depuis quand il existe ce club? J'ai l'impression qu'il a toujours été là. Depuis 1993. Vous avez tous les 2 pratiqué au début à cet endroit-là? On a tous les 2 commencé là-bas. On a commencé le Muay Thai uniquement là. À la base, c'était un club de karaté d'ailleurs. Et ceux qui ont ouvert la salle, il y avait, Zoran, Didier, il y avait le professeur de karaté qui s'appelait Mathéis. Mattei, Ouais, mais ouais. c'est Ouais. son nom de famille. Le nom, voilà, OK. c'est, Cédric Panizzi, que j'ai eu moi quand je suis arrivé dans la salle et John aussi. On a juste en fait, perpétué, Faut être tout le temps à la salle, les week-ends en compétition, ça prend un temps fou en fait. Les gens se rendent pas compte, ils se disent ouais bah il est que le soir au dojo, mais en fait entre les coachings privés, les organisations de compétition, les trucs administratifs avec rentrer les Exactement. licences et tout, on est tout le temps à la salle quoi. Après nous, la chance qu'on a, enfin les chances qu'on a au club, c'est qu'on a toujours eu un noyau, de compétiteurs et anciens compétiteurs qui sont toujours aujourd'hui à la salle. Ils donnent les cours avec nous. En fait, c'est vraiment une petite famille. Ouais. Donc c'est dur quand on s'occupe de quelque chose tout seul. Là, nous, on a quand même beaucoup d'aide, je veux dire, tout le monde donne les cours, tout le monde participe, donne de sa personne. Donc en fait, c'est la même chose que c'était avant. C'est-à-dire qu'on c'est une petite famille, on s'entraîne ensemble et ça marche comme ça, quoi. OK et du Tout le coup monde ça met la vous main a à la pâte. ouais et du coup ça vous a permis de libérer du temps pour organiser cette compétition. En général, les Exactement. professeurs sont toujours en train de courir après les événements, en train de rattraper. Là, il faut devancer le programme. Il y a aussi des championnats, je crois, régionaux, nationaux de boxe Tu vois? thaïlandaise. Ouais, bien sûr. Donc il y a un circuit, on va dire, normal de compétition. National, ouais. Est-ce que c'est un circuit qui est très prisé par les gens qui pratiquent ou c'est très peu de personnes en proportion? Il était très prisé il y a 10 ans. C'est-à-dire à l'époque où on boxait nous, tu sais, il était rempli à chaque fois. Maintenant, c'est un peu alors je parle pour le Muay Thai, il y a moins de monde dans les compétitions. Il y a quand même, c'est Ouais. décent, quoi. Puis il y a le, MMA qui a pris une grande place aussi. Oui, parce qu'avant, les années 80-90, le sport efficace par Exactement, excellence, c'est ça. c'était la boxe Ouais, thaïlandaise. c'est ça. Puis il y a eu Ultimate Fighting qui a fait une publicité monstrueuse avec les UFC, donc forcément, Le ils ont Pride, il y avait raflé. le Il y Pride avait le avant. Pride, Le ouais. Pride, ouais, exact. Les gens commandaient les cassettes Les cassettes, VHS du ouais, moi Pride, je me ouais. rappelle, j'avais vu la cassette du premier UFC quand j'étais gamin. Moi, je fais une dédicace à Eric. On se retrouvait chez lui pour regarder Pour les combats regarder, de ouais, Pride. c'est une époque de fou. Maintenant, on regarde tout en ligne. Tu sais que c'est pour ça, moi, que j'ai commencé la boxe thaï. Enfin, pas pour le Pride, mais moi, j'ai commencé la boxe thaï parce qu'à l'époque, c'était le sport de fou un peu. Il y avait pas trop d'infos, il y avait pas de site internet. Moi, pour trouver la salle, j'ai galéré, hein. Il y avait pas de site internet. J'avais trouvé sur un blog que Cédric avait fait. C'était mystique un peu. Moi, j'ai mis 3 jours pour trouver la salle, moi. En plus, quand on est jeune, très jeune, on est vite attiré par ces sports, Bien sûr. quand ça a une image d'efficacité réelle. Mais après, quand on arrive à la salle, c'est l'entraînement sérieux. Bien sûr, c'est la légende de la boxe thaï, du mec qui se fait les tibias au rouleau à pâtisserie là, mais ça se fait pas ça. C'est la légende urbaine, mais Par contre, il y a du conditionnement tibia sur les sacs de frappe. J'ai l'impression qu'ils s'insensibilisent à force de mettre des middle. Oui, sur les PAO parce qu'ils sont assez durs, c'est du cuir ou certains sacs qui sont très durs. Bon, maintenant, les sacs sont plus souples, Mais hein, par personne rapport à avant. s'entraîne sans protège tibia, on est d'accord. si, ça arrive, Ça bien arrive sûr. quand même? Alors Ok. en fait, je tiens à rétablir la vérité. Les tibias ne s'insensibilisent pas. Alors là, moi, si je prends le coin de ta table, en sortant, je vais gueuler. Faut me dire c'est juste qu'en fait, tu t'habitues à l'information. Ouais. Tu vois? À force de taper le sac, c'est pas que tu as plus de nerfs. C'est juste que tu connais l'info, c'est tout. Et là, moi, par exemple, ça fait 20 ans que je boxe. Si j'arrête pendant 1 an de frapper un sac, je refrappe un sac, je vais être tout rouge, ça va me faire mal. Ouais. Juste ton corps, il connaît l'info, donc il la traite différemment. C'est ça le truc. C'est juste on peut parler de conditionnement, mais tu vas pas t'insensibiliser. Tu Ouais, auras toujours mal. c'est plutôt un conditionnement psychologique Exactement. de réaction à l'information. C'est ça. À l'époque, je me rappelle que les karatékas pensaient carrément qu'on se renforçait l'os. Ouais. Alors ça, c'est pas faux, par contre, parce qu'en fait, quand tu sais un os qui se casse, Ouais. il se ressoude
et il se ressoude plus solide. Donc en fait, ce que tu fais, donc c'est vrai que ça apporte une nuance à ce que je dis quand Tu même. as une fissure qui Voilà, fait c'est sur le tibia. Moi, pour mon tibia, moi, il fait des vagues, hein. Il est pas droit du tout. Il a plein de vagues parce qu'il y a des blessures quelquefois, puis ça se renforce et puis ça continue Là, et tu puis en crée calcifies. d'autres et du coup, c'est vrai que moi, j'ai une sensibilité sur le tibia qui est moindre, comme le dit John, mais le tibia, voilà, Ça vous pose pas de problème à l'entraînement? Je sais que les exercices de conditionnement entre guillemets «traditionnels», parfois ça fait plus de mal que de bien à long terme. C'est quoi que tu appelles l'exercice de conditionnement traditionnel? Bah, frapper des trucs en bambou pendant des heures. non. Ah, mais ça se dit pas ça. Moi, j'ai jamais fait ça, hein. Mais moi non plus. Ça En karaté, ridicule, ils ont le si je peux me makiwara, ils permettre. frappent dedans vraiment, bon, Ouais, avec les mains, vous êtes mais des fous, vous. ils se créent des cales sur les articulations à Okinawa. C'est vrai qu'après, ils peuvent frapper dans du béton et ils sentent rien, mais ils se Mais tu détruisent les as mains. souvent l'occasion de frapper dans du béton dans ta vie? Non, moi non, Et ça n'arrive pas il y a que 50-60 ans, ils sont dans quel état? c'est ça le truc, c'est que, alors il y a la méthode bête où ils vont vraiment s'exploser, en travaillant comme ça et il y a la méthode intelligente où ils font ça de manière, on va dire avec parcimonie et j'ai l'impression qu'à Okinawa quand même, ils arrivent à s'en sortir. C'est-à-dire que quand ils font ça intelligemment, qu'ils font pas des milliers de répétitions pour s'exploser les cartilages, ça va encore à peu près. Mais, il y a des méthodes pour conditionner les mains. Là, il y a de nouveau le bare knuckle aux États-Unis, la boxe à main nue et apparemment, ils se conditionnent de nouveau les mains, au sac de haricots rouges comme on fait en kung-fu. Les haricots rouges dans les sacs en toile et ils frappent dedans pendant des heures. En tout cas, nous, moi je te dis, Alors, je en fais boxe des taille, il y a clubs, les hein. gants, donc ça a aucun intérêt. Ouais. Non, mais même au niveau des tibias, tu vois, j'en ai fait des clubs, j'en ai fait à l'étranger, etc. J'ai jamais frappé une fois un truc en bambou, hein. C'est les vieilles légendes, tu vois. Tu sais, déjà, tu te, tu te casses suffisamment en compétition. Tu vois, sur le ring, tu sens rien, hein. Tu peux te faire des tibias, tu as trop d'adrénaline, tu sens pas. Mais dès que tu descends, Même à l'entraînement, tu as les protèges tibia eh type oui. chaussettes. Moi, à l'époque, je me rappelle, le lendemain, pour aller travailler, je boitais en marchant tellement que j'avais mal au tibia. Maintenant, tu as des protèges tibia double épaisseur avec une Ouais, 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 protection. avec On deux est mousses beaucoup plus différentes. préservé, Ouais, ouais. voilà, qu'avant, ouais. Tu sais, avant, c'était les entraînements, je dis pas que ça a pas existé, hein, je dis que je l'ai jamais connu. Mais c'est des trucs, c'est pas fait pour durer dans le temps, quoi. Aujourd'hui, les entraînements et chez nous, tu t'entraînes, tu safe, hein, et tu vas progresser tout pareil, hein. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai derrière vous. Je dois l'avoir là, ouais. Il y a le livre de Roger Pachy, Kickboxing, et il y a les 2 livres sur la boxe thaï de André Zetoun. Ça, c'est les premiers livres qui ont été, publiés sur la boxe thaï avec celui de Roger Pachy, qui était un karatéka à l'origine. Ça vous a aidé, les bouquins, les vidéos, ce genre de trucs, les cassettes VHS? Alors, moi, à titre personnel, quand j'ai commencé le Muay Thai, j'avais 15-16 ans, j'ai passé des nuits entières sur YouTube à regarder les combats. Tu sais, c'était les formats à l'ancienne. À l'époque, il y avait pas tu sais, il y a pas de vlog, Ouais, il y avait les gens de qui uploadaient les combats c'était et les s'ils voulaient voir, combats ouais. 5x3, putain, j'en ai bouffé, hein. Et ça, oui, ça aide beaucoup de regarder les combats. OK, et on apprend quoi quand on regarde les combats? On s'inspire de la technique simplement ou on s'inspire aussi de la stratégie? Moi, je parle pour ma part. Moi, je suis un copieur. Je vois quelque chose et je refais. Après, je vois si ça marche pas, j'abandonne ou je personnalise. Ça, c'est juste moi. Mais ouais, en fait, tu vois comment ça se déroule un combat. Tu vois des choses qui marchent. Ah, ça, j'aime bien. Je vois que ça peut aller dans mon style. Tu l'essayes à la salle. Ça marche pas. Tu te fais ton propre avis. Mais c'est important, ouais, moi, je trouve que c'est très important de copier. Tu copies ce que les grands champions ils font, t'essayes, et voilà, tu le mets dans ton arsenal. Et ça permet aux débutants d'avoir une idée de ce que ça doit être, ou ils ont vraiment, juste une idée mystifiée, ou vraiment ils se rendent compte de ce que ça peut être un combat professionnel? Non, je pense que alors ça, à mon avis, vraiment, Mmh. et je parle même pour ma part, tu ne peux pas savoir ce que c'est un combat tant que tu as pas combattu, c'est impossible. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé la boxe, je me disais dans ma tête, c'était, «Ouais, mais alors s'il fait ça, il fait ça, s'il m'envoie un coup, je vais l'esquiver». Premier sparring, j'ai tout de suite dit: «OK, ça va pas du tout se passer comme ça». Tu vois? En fait, tu peux pas tant que tu as pas tâté, c'est impossible que tu saches ce qu'un boxeur, il ressent. À quoi ressemble un combat? Comment tu te sens pendant un combat? C'est impossible. Tu peux imaginer tout ce que tu veux, jamais tu le sauras. Je pense que les gens qui pratiquent les arts martiaux, ils sauront très bien de quoi on parle. Par contre, les néophytes, j'ai l'impression que quand c'est juste des fans qui regardent juste à la télévision ou sur YouTube, ils ont l'impression de comprendre, Ouais. mais en fait, c'est indescriptible quand on est sur le ring ou en train de combattre. Il y a beaucoup de conditionnement aussi, maintenant c'est la mode de ça, de conditionnement mental, de préparation mentale pour les boxeurs. Ça se fait beaucoup. Mais, je crois qu'à une époque, c'était un peu en mode, chacun fait sa vie. Ouais. Est-ce que le rôle du coach, il a évolué tout au long de ces années que vous avez connu la boxe thaï? Non, le coach, il a toujours eu ce rôle de préparateur mental. Alors peut-être qu'à l'époque, on s'y attardait pas beaucoup.
mais aujourd'hui, de plus en plus, on fait de la Ouais. prépa. Moi, j'ai passé un diplôme pour la prépa mentale Ok. pour les sportifs. Pendant le confinement, j'ai profité de ce temps pour me former sur ces outils. Et ça, c'est intéressant. Après, on a eu la chance d'avoir un coach qui le faisait déjà avec nous. Donc, du coup, c'est vrai que ça nous a déjà montré d'exemples. Et après, les relations à long terme font qu'aujourd'hui, tu peux accompagner des gens en les connaissant, en sachant quoi dire pour titiller la motivation, pour rassurer et mettre en confiance surtout. Et aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui me proposent, qui me demandent de travailler vraiment sur du coaching à l'entraînement et aussi à côté sur la perte de poids, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. Donc non, c'est beaucoup plus présent aujourd'hui. Et il y a dans les gens qui viennent s'inscrire justement en boxe thaïlandaise, des gens qui ont ce genre d'objectif de se remettre en condition, etc. Oui, énormément, énormément. Je sais que dans les arts martiaux traditionnels, souvent ils sont attirés par le mysticisme, le côté un peu exotique. Bon, en boxe thaï aussi, ça peut J'aime aussi, arriver. ouais, bien sûr. Ouais. Donc je sais que des fois, tu as des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont faire du cardio, ils vont Eh faire oui, du ouais. conditionnement physique, et ils savent qu'ils vont perdre 5-10 kilos selon leurs objectifs, quoi. Mais en boxe thaïlandaise, vous avez les exercices de conditionnement classiques, la corde à sauter, le shadowboxing. Mais est-ce qu'il y a des exercices spécifiques à la boxe thaï que vous faites pour le conditionnement ou pour la boxe? Le PAO? Le PAO, ouais, le travail. Ah ouais, le PAO, ça vient de la boxe thaï, hein. Mmh. Ok, et ça, c'est des séries sur des rounds ou c'est Ça dépend. organisé? Bon, il y a plein de choses, hein. On peut le travailler soit en séquencé sur des anaérobies, Ouais. on peut travailler aussi bien sur du 5-15, 10-10, au 30-30. Ça s'appelle l'intervalle training, exactement. Ouais. Et ou sinon travailler sur du PAO libre. Donc là, tu peux travailler sur 3 minutes. Nous, on aime bien travailler sur 3 minutes, 3x3 ou 5x3. Et comment vous faites? Il y en a un qui fait pendant 3 minutes, 1 minute de repos pour échanger les gants, les PAO, et ensuite Non, c'est non. à l'autre? Non, non, c'est trop facile. Tu finis ton attends, oh. On n'est pas au karaté, hein. Tu finis ton truc et après tu passes à l'autre. Tu fais tes 5 fois 3 minutes au Ok, PAO. et après c'est à l'autre. Enfin, après ça, c'est notre manière de travailler. Il y en a moi j'ai déjà En vu Thaïlande, c'est comme les ça. inversés. Donc même les gens qui sont là en loisir, ils ont quand même une préparation physique qui correspond au rythme d'un combat. Non. D'accord. Sur le Sur la partie rythme, sur le mais format, pas oui. l'intensité. Oui, Ouais. sur le rythme, Mais non, c'est l'intensité, non. on te donne, comment dire? En fait, on te donne le temps d'un combat, tu vois? Oui. Après, un débutant, il va travailler à son rythme, tu vois? Il faut qu'il prenne le coup petit à petit. Si un débutant, tu arrives et tu lui fais un entraînement compétiteur, il reviendra plus jamais. Il y a des gens qui abandonnent beaucoup les 2 premiers trimestres ou ce genre de Il y en a choses. plein, bien sûr. Septembre, tu vois la salle, tu peux plus bouger. En novembre, Et le froid aussi. Là, il commence à faire un petit peu frais, hein, un petit peu moins de monde, du coup. Je suppose que le gros gap, c'est décembre. En janvier, vous voyez ceux qui vont rester. Et... non, janvier, tu as une deuxième. En Ah fait, oui, il y a 3 il y a vagues. les Tu as nouveaux septembre, objectifs de janvier. c'est la Ouais. rentrée, ça y est, je suis impatient, c'est l'été, il faut que je me remette dedans. Janvier, je commence l'année avec bonne résolution. Et après, ça se diminue et après, tu as au printemps, avril-mai. Tu as une très grosse vague qui vient pour se préparer À pour l'été. Ouais. C'est la bonne résolution de la rentrée, la bonne résolution de la nouvelle année, et après, ah merde, il y a l'été La bonne qui arrive. résolution Ouais. d'été pour avoir des beaux abdos scintillants sur la plage. Par contre, moi, je tiens à dire quand même que cette année et l'année dernière, il y avait moins ces creux de vagues, C'est vrai. je trouve, hein. C'est vrai, hein. Les gens, ils étaient Sur la- ouais, j'ai trouvé les élèves vachement plus sérieux depuis 2 ans. Avant, c'était vraiment, flag, tu te rappelles? Après, peut-être parce qu'on est de très bons professeurs aussi, tout simplement, hein. Alors, il y a aussi ça, évidemment, mais c'est bien de mettre en avant aussi la personnalité du coach. Ouais, mais Les ça se fait diplômes, par les sa réseaux, ça. formation. Ça, moi, je suis pas pour. Parce que, moi, je fais partie de la team. Tu sais, nous, on a passé un diplôme assez tard. Le meilleur diplôme, c'est ton expérience. Ouais. Et j'ai horreur des gens qui se cachent derrière des diplômes. Plus les gens bradent sur leur diplôme, moins ils sont compétents en général. Enfin, c'est mon avis, hein. Il y a des diplômes qui sont vraiment formateurs parce que le problème des Ah diplômes... bien sûr, je dis pas que c'est pas formateur, mais je dis que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme, je dis pas qu'il faut pas les passer, hein. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu n'es pas compétent. En revanche, l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui étale ses diplômes, 90%, tu es sûr qu'il cache le manque de compétences ou d'expérience derrière le oui, mais j'ai un diplôme, moi. Parce qu'ils sont pas sûrs de leur enseignement. Voilà, ouais. Exactement. Ils cherchent une légitimité à enseigner. Tu peux être un très bon pédagogue, un très bon coach, sans avoir de diplôme. Il faut les passer, bien évidemment. Mais le diplôme ne te donne pas la compétence. Tu vois? D'abord, tu as la compétence, Ouais, et ensuite tu ensuite, passes tes elle est diplômes. validée, ouais. La Fédération française de Muay Thai et disciplines assimilées, elle organise des formations régulièrement sûr, pour oui. les...
le BPJEPS notamment. C'est utile ou pas aux professeurs? Oui, ça te donne un cadre, ça te donne une nomenclature pour mieux préparer tes séances, planifier aussi sur l'année les différents cycles. Tu as les BMF 1, 2, 3 qui permettent d'assister un coach, encadrer des compétiteurs en assaut, encadrer des compétiteurs en plein contact. Et ensuite, tu as le BPGEPS qui te permet tout simplement d'avoir une carte pro, de pouvoir enseigner, être Oui, rémunéré parce aussi, que etc. jusqu'au diplôme d'encadrant et de coach, on est toujours bénévole Oui, normalement dans tout à fait, oui. l'association. jusqu'au diplôme d'État, jusqu'au BPJEPS. Après, tu as d'autres trucs. Après, tu as le DEJEPS, le DESJEPS. Et c'est très bien, hein, il faut les passer. Hein. Mais ça apporte en général, moi je le sais parce que je suis très critique à propos des formations dans la Fédération française de karaté. En judo, ça va un poil mieux, mais c'est quand même très sommaire. C'est quoi? 4 jours ou 6 dans l'année? On forme pas quelqu'un en 6 jours sur des Merci. week-ends, c'est C'est impossible. impossible. C'est une vie. Tu vois, Ouais. quand tu es coach, on a tous commencé comme ça. C'est une vie derrière de combattants, d'élèves qui te permet d'avoir les connaissances qui font que tu vas pouvoir les donner. Mais tu t'arrives, je te fais quelqu'un, viens, je vais te faire 4 jours de formation en Muay Thai. Tu vas jamais donner des cours de Muay Thai, tu vois. Bah, en fait, il se cache derrière le fait que, en théorie, que les gens qui passent le diplôme sont conventionnés avec le club. Donc ils ont leur formation au club et après ils ont Parce que quelques cours, c'est ce qui devrait arriver. normalement, les fédérations, sportives, elles investissent énormément de leur argent dans l'organisation des compétitions parce que c'est rentable. Bah, ce qui est normal aussi, Si parce qu'ils vont devoir oui, combattre. Hein. du coup, ils mettent tout leur pognon dans les compétitions parce qu'en plus ça coûte excessivement cher d'organiser les compétitions, vous le savez maintenant. Oh oui, on sait. Et très peu dans la formation. Alors que la formation, ça pourrait toucher 100% des personnes. Les compétitions, c'est en général 10% des gens qui pratiquent, quoi. Absolument. Bah après, c'est quand même le cœur du sport. Oui, c'est Donc il sûr. faut, tu vois. Et la compétition fait office de formation. Parce que tu vois, je peux te former autant que je veux à la salle. À un moment donné, si tu as pas tâté du ring, tu sais quand même, malgré toutes tes années d'expérience, tu sais quand même pas intégralement de quoi tu parles. Ouais, Tu vois? ça c'est sûr. Après, nous, on a eu la chance d'avoir un coach qui nous a très bien formés, sans qu'on s'en rende compte, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Cédric, de base, c'était Cédric, notre coach, Panizzi. Il nous a très bien formés. On a, sans le dire, sans mettre des mots dessus, on a très bien appris comment dérouler un cours, comment suivre une ligne conductrice, comment prendre quelqu'un, le faire progresser, comment expliquer les choses. Tu vois, de manière un peu naturelle, il nous a très bien formés. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un coach qui il sait de quoi il parle. Et surtout que les salles sont en boxe-taille. Je sais pas combien il y a d'adhérents en France, vous savez ou pas, dans la fédération? Pas de Alors, là, Parce qu'en judo, ils sont 590 000, donc autant dire qu'il y a du monde. on n'est pas 590 000, Ouais, ça mais c'est je pense évident. qu'ils doivent être 50 000, quelque chose comme ça, parce qu'en boxe anglaise, il y en a 30 000 maintenant. Je crois que de licenciés, il doit y avoir 13 000 dans une fédération, à peu près la même chose dans l'autre, ou 20 000 et 13 000. Donc ça me fait Quelle est la 33 deuxième 000. fédération dont on parlait? L'AFMT, C'est quoi? Association française de Muay Thai, je crois. Ok. Je crois que c'est ça. Oh, ça là, je la connais pas pour être. Bah, c'est principalement basé à Paris. Enfin, en tout cas, c'est basé partout, sauf en Alpes-Maritimes, sauf en PACA. La branche PACA vient juste de s'ouvrir il n'y a pas longtemps. Parce que le problème que j'ai avec la formation, c'est pour ça d'ailleurs que j'en suis venu à faire la pub pour les bouquins sur Budo Édition, parce que des fois, les gens vont volontairement rechercher dans les livres ou dans les vidéos sur Internet ce qui leur manque dans les formations fédérales. Ça se voit beaucoup en karaté, en judo, dans les arts martiaux traditionnels. Je ne sais pas comment c'est en boxe live, on ne peut pas apprendre dans les livres. Mais pour les Alors, connaissances... quand même, tu peux. Donc, Ah, répéter. tu peux, Ouais. disons que c'est un tout en fait. Et apprendre, il faut être conscient, pour moi, c'est perso ce que je veux dire, c'est pas une vérité ultime, mais pour apprendre quelque chose, il faut t'intéresser, mais vraiment, sincèrement, t'intéresser, être critique, faire du mieux que tu peux, aller piocher des infos où tu peux, tu sais, il faut être un geek en fait Et de ouais. ton sport, tu vois. Il faut aller regarder des combats, il faut être tout le temps à la salle, il faut toi-même faire des combats, il faut, tu vois. Et là déjà, tu commences à voir, c'est comme ça que tu te formes en vérité. Tu vois? Parce que tu peux former, ce que tu veux, mais la personne, ce qui forme, c'est le terrain. Ouais. Tu vois? Tu irais pas à la guerre avec quelqu'un qui a appris la guerre dans les livres, Ouais. tu vois? C'est pas possible ça. Il faut à un moment donné que la personne, elle soit sur le terrain, elle comprenne. Tout le monde. Camille, il a été élève, ensuite il a boxé, ensuite il a donné des cours. Moi, c'est pareil et c'est comme ça que ça marche. Tu peux pas apprendre théoriquement. Si tu veux, tu as la théorie, c'est super, mais pour quelque chose, Ça peut aider pour les formations qui sont vraiment destinées à la théorie, par exemple sur oui, la bien sûr. motricité, sur la psychologie pour les enfants, par exemple. Tout à fait d'accord, bien sûr. Bah, son aussi. Ouais. Et pour former des encadrants ou des futurs professeurs, c'est pareil ou ça passe par des chemins différents? C'est pareil, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pareil que pour former un pratiquant ou est-ce qu'il y a des spécificités pour former un encadrant?
Moi, je pense que l'un va avec l'autre Bah encore. oui, ensemble, oui. Ouais, parce que je sais qu'un encadrant, il a quand même ce devoir d'être un peu, comment dire, bienveillant Ah envers oui, les gens qui pratiquent. Et ça, c'est des caractères, ça s'apprend très Tout à fait. difficilement. Tu peux avoir de très bons diplômes. Je voulais en parler tout à l'heure. Tu peux avoir tous les diplômes, être excellent, toi, en tant que combattant, mais être un très mauvais enseignant ou un enseignant, voilà, qui n'a pas ces facultés, de transmission, de bienveillance ou de clarté aussi d'explication. Donc ça, après, voilà, c'est l'humain et c'est propre à chacun aussi. Puis c'est aussi, il a une double casquette, l'enseignant, parce que il doit non seulement être un bon pédagogue, transmettre la technique, transmettre la philosophie là, mais aussi il doit être un bon coin de ring. Et ça, c'est difficile à apprendre parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Vous avez eu quand vous avez C'est combattu. pour ça que je dis qu'il faut l'avoir vécu. Ouais, Tu vois, quand tu l'as vécu, tu sais à peu près de quoi tu parles. Mais moi, j'aimerais pas monter sur le ring avec quelqu'un qui n'a jamais vécu de ring dans mon coin. Il sait pas ce que je vis. Tu vois, quand je reviens de la fin de mon 2e round, il sait pas dans quel état je suis. ouais. Lui, il est au même endroit que moi physiquement, mais il sait pas ce que je traverse. Ça me fait marrer parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait le podcast avec les pratiquants de boxe française. Et il y a Franck May ici qui a une salle de boxe française. Et il me disait un jour, dans une compétition, il y avait un coach qui hurlait sur son élève. Mais allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un Il connard! hurlait dessus, là-dessus. Et au bout d'un moment, l'autre, il en a eu marre. Il a dit, bah vas-y, toi. C'est vrai que quand on comprend pas ce que c'est de souffrir, parce Bah que oui. le ring, c'est terrible. Tu ne peux pas imaginer, ça c'est vrai, hein, tu peux tu peux te le te t'interroger pendant 1000 ans, tu ne peux pas imaginer la sensation quand tu viens de vivre un round horrible, difficile et que tu reviens dans le coin. C'est impossible. Mmh. Il faut le vivre ça. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de manière d'être Mmh. et je trouve ça très juste. En fait, tu vois, tu peux former des gens sur la technique ou comment dire? Les compétences qui lui manquent. Acquérir des compétences, tu peux former les gens, mais acquérir des compétences humaines, c'est très dur, tu vois? Ouais, je pense que C'est très, très dur. tu refais pas un caractère, surtout si c'est des gens de Exactement. 40 ans, ils se refont plus, quoi. Un caractère, ça s'est fait toute ta vie. Ouais. Tu depuis que tu es enfant. Nous, à la salle, on préfère, avoir une manière d'être chez quelqu'un, une manière d'être qui est correcte, qui correspond à nos valeurs Mmh. et ensuite lui amener la compétence pour transmettre. Plutôt que Tu vois? l'inverse. Exactement. Ah, c'est intéressant parce que vous rejoignez les karatékas là. Ils disent que l'esprit prime sur la technique, le mental Eh beh, prime bien sur sûr, la la technique. technique, ça s'apprend. Regarde, toi, demain, tu vas prendre la peinture, tu vas prendre des cours de peinture et tu vas y arriver au bout d'un moment. Mais demain, si tes compétences sociales, elles sont basses, va apprendre des compétences sociales Ouais, c'est très à 30 ans. difficile, très difficile. C'est dur. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas, c'est tout un chemin de vie, tu vois? C'est impossible. Nous, au sein du club, on a préservé cette mentalité, où on a toujours cet esprit famille, de bons potes, où on se retrouve pour les anniversaires, on célèbre ça entre nous. On a de plus en plus aujourd'hui, les enfants de nos anciens, adhérents où on a énormément. Donc il Moi, y a la j'ai, deuxième génération qui arrive au tout club, à ouais. fait, là, en déjeunant, je lui ai rappelé que j'ai un copain du collège qui est à Sacerno, qui m'a envoyé sa fille il y a 2 ans. Enfin, j'ai tous les copains du lycée qui m'envoient leurs enfants aujourd'hui et on a cette ambiance au sein du club qui est assez à part et particulière, qu'on a préservée depuis le début. OK, ouais, donc c'est bien aussi d'avoir, parce que les gens oublient souvent que les clubs de boxe anglaise, de boxe thaï, de karaté, c'est aussi des associations loi 1901, donc c'est des microcosmes, il y a une Ouais, vie c'est au sein ça, du bien sûr, club, c'est ouais. des petites familles, hein. C'est des petites familles, tu sais, c'est un petit groupe social, si tu as pas une bonne ambiance, de Ouais, ouais, copains, ça bon va être déjà que calme. c'est dur comme sport, Et je sais qu'il y a des clubs où je me demande pourquoi les gens restent. C'est presque le syndrome de Stockholm. Mais il n'y a pas de lien social qui les unit. Et du coup, bon, outre le fait d'apprendre sérieusement, etc., mais on peut apprendre sérieusement sans s'exploser à l'entraînement ou sans exploser les élèves. tu sais, moi ça m'est beaucoup arrivé, alors pas trop au club de Nice ou alors je suis pas au courant, mais mais ça m'est beaucoup arrivé, quand j'enseignais à Paris, Mhm. de récupérer récupérer, j'ai Ouais, des élèves récupérer, qui mais des viennent d'autres gens clubs. qui Ouais. arrivaient, qui avaient déjà comment dire? Des choses inclus dans leur tête déjà, soit qu'ils se mettaient pas au milieu de la pièce, ils se mettaient au fond et quand on leur demandait: «Mais viens, prends l'espace et tout», ils nous ont expliqué plus tard qu'en fait, c'est parce que avant, dans leur sport d'avant, le prof, il leur disait: «Bon, ceux qui comprennent devant, les nuls au fond». Mais j'en ai plein et c'est pour ça que je dis, tu vois, que une manière d'être est bien plus importante qu'une compétence. Ouais, et surtout, c'est difficile avec les gens qui ont peu de motricité. J'en parlais la dernière fois avec les pratiquants de judo.
la motricité, ils m'ont dit, est en chute libre. C'est-à-dire qu'avant, Ah, quand on enseignait un mouvement à quelqu'un, même si c'était des gens qui étaient un peu dans la moyenne basse, ils arrivaient au bout de 2-3 séances Ouais, à je suis copier le d'accord. mouvement sans erreur. Maintenant, parfois, on se rend... C'est très drôle que tu dises ça. On en parlait et je fais ce constat aussi. Je pense que c'est avec l'évolution de la vie qui fait que, je trouve déjà on se déplace moins à pied, tu vois? C'est vrai, putain, on dirait que j'ai 70 ans quand je dis ça, mais on se déplace beaucoup moins à pied et puis il y a moins Non, mais il y a moins la d'activité culture physique d'activité, générale, ouais, ouais. exactement. Avant, on allait jouer au foot dans la rue et tout. Exactement, merci. Les moindres trucs te font de la motricité. Tu es enfant, tu joues dehors et ça fait de la motricité. Tu t'en rends pas compte, mais tu vois? Et c'est vrai que maintenant, il y a des gens et pour moi, tu sais que pour moi, c'est très dur ça. Quand je vois, bon, un débutant qui arrive sans tirer sur les débutants, tu vois? Mais quand je compare à moi, à l'époque, putain, moi, Cédric, il m'a montré, 3 fois les mouvements, c'est bon, je savais faire, tu vois? Et putain, je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est moi qui explique Après, mal». il y a on va dire, dans la norme, il y a déjà un gap entre les moins bons et les meilleurs. Ouais. Mais après, en dehors de la norme, quand on arrive dans les très basses couches de la motricité, là, il y a parfois, moi, j'ai vu des profs de judo. Non, c'est pas une critique Bien sûr, envers les c'est enfants un ou les constat, bien sûr. apprenants, mais j'ai vu des profs de judo qui me disent, mais moi, je sais pas, ils étaient désemparés. Ils m'ont dit, mais moi, je sais pas comment Avec faire. quelqu'un qui a pas de motricité, qu'est-ce que tu veux Parce faire? qu'en plus, en judo, ils apprennent les chutes, ils doivent faire les roulades, etc. Donc, ça demande de savoir vraiment se gérer dans l'espace. Pour parler de la motricité au niveau des enfants, moi je le constate, surtout après le confinement. J'ai récupéré des enfants, surtout chez les plus jeunes, mais complètement, «déséquilibrés» entre guillemets ou perdus dans l'espace, Ouais. dans la motricité, avec un surpoids aussi et je le vois vraiment en fin d'année ou en cours d'année où ils développent, de meilleures, heu, cohérence, coordination, équilibre et cetera. Et j'apporte beaucoup dans mes séances, des repères si tu veux, parce que bon, tu as la mémoire visuelle aussi. Du coup, avec les tatamis, les bandes au sol et cetera, pour leur apporter aussi des Et outils, il y a quand même, malgré cet état de départ qui est un peu moindre, il y a quand même une évolution qui est bonne. oui, C'est-à-dire qu'à la fin de l'année... oui, ah oui, ça oui, à 100. Ok. Tu sais, ce qu'il y a aussi, c'est que j'étais en train de penser, c'est qu'avant, il y a 10 ans, 15 ans, OK, il y avait beaucoup moins d'engouement pour les sports de combat. Donc automatiquement, le public qui franchissait la porte de la salle, il était beaucoup plus sélectionné. Tu vois? C'est comme si c'était, pareil, réservé à une élite, c'est un peu exagéré, mais tu vois, il y a moins de monde. Automatiquement, quand quelque chose s'ouvre à tout le monde, et ben, tu dois t'occuper de gens qui ont forcément un peu moins de capacité technique. Ça, c'est le revers de la médaille de la com. Parce que la com, on attire plus de monde, mais du coup, on attire moins de gens qui ont passé 2 ans à regarder à la télé la boxe thaï et Exactement. qui ont déjà une idée de comment on met un low kick, etc. Moi, je trouve ça bien parce que ça veut dire qu'on peut partager notre passion, on peut enseigner à plus de monde, à des gens à qui on n'aurait pas forcément enseigné il y a quelques années et ça, c'est super. Moi, j'ai des copains qui voient, les vidéos d'enfants, même, mes filles, j'ai 2 filles, donc qui voient les filles s'épanouir, s'amuser, moi, j'ai ma grande qui est très sensible, la boxe lui a apporté beaucoup de confiance en elle. Elle a même souhaité combattre il y a 2 ans. Enfin, moi, je la pousse pas du tout en compétition. Elle a voulu vivre ça. Elle a fait une saison. Je suis super heureux pour elle parce que ça l'a fait grandir. Ouais. Elle a franchi un cap dans sa vie, dans sa connaissance de Pour, soi. pour les enfants, c'est très formateur, ouais. Ah oui, C'est super. Même les parents, j'ai quelques parents qui me confient des enfants un peu difficiles au collège, notamment, et ils sortent de là, ça leur donne un cadre, de la discipline et je voulais parler de la discipline. Aujourd'hui, on manque de discipline dans alors, je sais pas dans le karaté, dans la vie, partout. dans le judo, mais partout et surtout, voilà, dans la boxe, les jours, quoi. sur le retard, c'est terrible, sur, l'hygiène, ceux qui sortent pieds nus, ceux qui, laissent, les habits, sur place ou les bouteilles, c'est terrible. Donc je sais pas si, c'est en tant que gérant aujourd'hui où je suis beaucoup plus, exposé à ça, Ah, c'est mais global, en karaté, en judo, c'est pareil. c'est Ouais. terrible et nous au sein du C'est club, la société, hein, c'est la société qui elle est moins dure. Tu vois, la société, elle est plus souple. On est plus souple aussi avec les gens que les profs d'avant. Bien sûr. Même nous, on s'en rend pas compte, mais je pense qu'on est plus souple que les gens Tu sais, d'avant. nous, on est revenus, je suis pas très souple. Ouais, mais sincèrement, regarde, on est revenus à beaucoup plus de rigueur, notamment, bon, lui, il a toujours été un peu, mais c'est très bien. Mais moi, par exemple, au début de mon enseignement, j'avais un enseignement assez, moderne, tu vois? Parce qu'en plus, je suis jeune et cetera, donc assez moderne, assez cool. Ces dernières années, je suis revenu à un enseignement beaucoup plus, dojo de karaté, Ouais. tu vois? Retard, ça dégage ou ça fait des burpees. Chaussures, ça va se laver les pieds. Deuxième fois, ça rentre plus sur le tatami. Tu vois? Le moindre mot de travers qui me plaît pas, putain, hier hier, il y en a une, elle a pris 3 fois 50 burpees. Parce qu'elle a dit 3 fois wesh.
Ah, c'est pas mal, c'est une bonne méthode, ouais. Non, mais tu Ça va vois, finir je par suis être revenu vachement plus dur parce qu'en fait, déjà, c'est nécessaire, OK? Et en plus, ça leur fait du bien. En fait, ça fait du bien à tout le monde, de la il rigueur. y a des gens qui recherchent ça quand ils vont dans un J'allais venir, dojo ou il y a des ouais. gens qui recherchent ça inconsciemment. Quand ils viennent et qu'ils voient qu'il y a de la rigueur, Mmh. en fait, ils aiment ça parce que la rigueur, il y en a plus beaucoup dans la vie. Enfin, allez, je prêche pour ma paroisse, la boxe thaïlandaise, les sports de combat de manière générale, je trouve que ça devrait être obligatoire. C'est les seuls sports dans lesquels tu peux pas te mentir. C'est impossible. Tu peux te mentir, mais tu vas vite être revenir à la réalité et ne pas se mentir dans la vie, tu vois, dans le chemin de vie de quelqu'un, c'est super important. Mais si tu veux progresser, tu vas être obligé de voir la réalité en face, corriger certaines choses, repartir. En fait, pour devenir bon, tu es obligé. Sinon, tu vas rester débutant. Tu vois, si tu vois pas les choses en face, tu vas rester débutant. À moins que tu sois une étoile née, tu vois, que naturellement tu sois très bon, ce qui est très rare. Si tu vois pas la vérité en face, le coach, il te dit, c'est comme si tu as dit ouvre la porte. Et c'est toi qui l'ouvres la porte. Ouais, Si tu veux pas l'ouvrir, tu l'ouvres pas, tu restes dans cette pièce-là. Il va pas sortir à ta place. une métaphore taoïste, le sage montre le chemin, mais c'est l'élève qui le parcourt, ouais. Exactement. Donc il y en a, tu sais, tu pas à en faire, tu vois? C'est un cheminement, perso. Tu vois? Peut-être qu'ils y arriveront plus tard. Après, il faut pas oublier que tu as très peu de personnes qui vont combattre. Tu parles beaucoup de ring, Ouais. c'est bien, mais malheureusement, aujourd'hui, tu as 10 qui vont combattre, Même pas. ou Ouais, c'est 10 voilà, pour faire un 1 hein. chiffre global. Ah ouais. Tu sais, il faut lâcher un petit peu prise aussi, puis être là pour les élèves qui ont besoin, voilà, de conditionnement physique. Quand même, Mmh. par, éthique et par passion, bah, transmettre de la technique, c'est important. Mais voilà, faire en sorte qu'ils se sentent bien à la fin de la séance, être un peu plus relâché sur ça, toujours dans un cadre de discipline. C'est ça la grosse schizophrénie des sports de combat, moi je le constate en boxe anglaise, c'est que des fois, je vois le prof s'arrache les cheveux avec des gars parce qu'en boxe anglaise, il y a vraiment une morphologie qui est importante. Tu as des gens qui parfois boxent contre-intuitivement par rapport à leur morphologie. Tu as des gens avec des bras très longs, ils boxent comme Mike Tyson. Il me dit non, utilise ta distance. Et je vois le prof de boxe, il s'arrache les cheveux avec eux. Moi, chez nous aussi, hein. Et moi, des fois, je lui dis, mais laisse tomber, tu l'envoies pas en compétition et puis c'est tout, il est là en loisir, C'est pourquoi ça, tu bah, t'emmerdes? en fait, après, il faut être conscient des objectifs de chacun. Ouais. Quelqu'un, moi, tu sais, pour moi, comment dire, la règle, la mesure, c'est est-ce que tu es heureux quand tu quittes la salle? Et quand tu arrives à la salle, Mmh. encore mieux, tu vois? Comment tu te sens à la fin de la Comment séance? tu te sens? Voilà. Tu pas besoin de faire de la compétition, c'est pas pour tout le monde. Si tu veux juste venir faire ton petit sport et en même temps tu apprends quelques mouvements de boxe, bon, bah, c'est très bien. J'arrêterai mon enseignement à ça. Si Ouais. tu veux aller plus loin, je vais te donner quelque chose de différent. Tu vois? Il faut être conscient sur, Puis moi, sur les séances privées, j'ai des élèves depuis 2, 3, 4 ans. Bon, depuis le début, je leur explique qu'il faut pivoter. Voilà, c'est dans tous les sports de boxe pratiquement, il faut pivoter. Donc Pour la avoir la jambe d'appui, puissance, oui, les on a abdominaux, ouais. des appuis, pardon. Bah, je vais pas répéter, 4 ans, toutes les semaines, tous les mois, pivote, 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 pivote. Au bout d'un moment, bon, Sinon, à chaque voilà, fois qu'il tu pivote c'est pas, ça. il fait 10 burpees. Au bout d'un moment, il aura envie de pivoter. oui, oui, mais quand ça te fait déjà et cetera, bon après Tu voilà, as des on gens qui adapte, on adapte. ouais, c'est ça. Naturellement, tu vas dire une fois quelque chose, il va l'appliquer parce qu'il est dans une recherche de performance. Mmh, tout à fait. Tu vois? Mais on n'est pas tous dans une recherche de performance. Oui, t'en as qui sont perfectionnistes, ils ont une idée de comment ça Voilà. doit être et ils se disent: «Bon, le coach c'est mieux que moi, donc je vais faire comme il me dit». Non, c'est ça. T'en as qui viennent justement pour se dépenser, bon après c'est Tu as des gens qui sont plus coachables que d'autres. ouais, mais des cours privés en général, c'est une catégorie de personnes qui peut se payer les cours privés aussi, Bien donc sûr. c'est des catégories plus aisées et souvent ils ont déjà un objectif en tête. C'est pas le prof qui leur apporte un objectif à voir, ils savent déjà ce qu'ils veulent quand ils prennent les cours privés. Pour ça, je pense qu'il faut savoir s'adapter, puis savoir faire preuve aussi de relâchement et pas Je suis d'accord. être trop borné. Et pour revenir à la discipline, au niveau des ados, on a eu une section qui a vraiment progressé et c'est fou parce que les parents ne reconnaissent pas du tout les ados qui aujourd'hui, bah, sont un petit peu des électrons libres. Au collège, lycée, bah, ils font ce qu'ils veulent, à la maison, ils font ce qu'ils veulent et là, ils sont là dans un cadre D'un coup, ils arrivent à la salle, frère. très, C'est bizarre la douche. strict qui est, assez exigeant avec eux Ouais. et ils adorent, ils en raffolent et moi, je m'éclate avec mes ados, c'est des sections incroyables. Ouais. Et surtout, on se rend compte après coup, j'ai l'impression, enfin les profs se rendent compte après coup, que les ados recherchaient ça en fait. Ils recherchent eux-mêmes une discipline, un cadre, ça les rassure. En fait, le cadre, la structure, tout être humain, en fait, quand tu es petit, par exemple, tu te fais engueuler par tes parents, tu comprends pas. Mais après, quand tu es adulte et que tu repenses à pourquoi ils t'ont engueulé, ça a totalement du sens. Tu vois, ils t'éduquent, tu vois? Sinon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. On vit tout seul, tu vois?
On arrive à la fin du podcast. Du coup, on a beaucoup parlé de motricité, c'est bien, et surtout de l'enseignement, parce que les gens connaissent pas trop l'enseignement de la boxe thaï. Ils ont une vague idée en général de ce que c'est. Du coup, je vais les inviter à vous rejoindre. Vous voulez bien faire la pub du club, donner l'adresse, les réseaux sociaux? Bah, écoutez, on a 2 clubs sur Nice, donc un qui est, à Valrose, dans le quartier de Valrose, un autre qui est dans le quartier de Riquier, donc Le premier, c'est la à rue des Roses, si je dis pas Nice de Nord, bêtises. c'est ça, rue des Roses, à Nice Nord et l'autre à Nice Est. Il y a juste à taper, Five Stars Boxing sur Google Maps et on trouve les 2 clubs. Et vous êtes très actif aussi sur Instagram. Ouais, sur les réseaux, bah, Five Stars Bon, de Boxing, toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Five Stars Boxing, et puis, vous êtes, tous les bienvenus pour venir vous entraîner. Il y a une bonne ambiance, familiale avec un petit peu de rigueur. On a un planning très riche avec des cours tous les jours dans toutes les disciplines Ouais, du lundi au il y dimanche. a Jiu-Jitsu brésilien, il y a aussi MMA, donc il y a ce qu'il faut. Si vous avez envie de découvrir des techniques et d'avoir aussi des cours en dehors de la salle, vous pouvez suivre le compte de John Naggioni Tutorial où il propose du contenu de qualité. On peut travailler chez soi ensuite ou à la salle, les séquences qu'il propose. Et si vous avez envie de rire un petit peu, découvrir un petit peu l'ambiance générale, bah, vous pouvez voir mon profil coach Tonton Camille. J'aime bien ceux du club. Et pour conclure, le NACME Grand Prix, donc Ça, c'est le pour gala qu'on organise une fois par an au mois de mai. Donc restez connectés pour connaître la prochaine date et le lieu aussi. Super. Bah, je vais remercier les auditeurs qui nous ont suivis jusque-là. Je rappelle que si vous êtes intéressé par les livres de boxe thaïlandaise, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.budo.fr. Merci beaucoup